Casa Vostra. On parlait des petites sommes et des frais. J'insiste beaucoup sur les frais parce que c'est très lié. C'est-à-dire qu'avec des petites sommes, on peut très vite tout se faire grignoter par les frais. Ça va extrêmement vite, hein. Même des frais de 1% par an. Je parle même pas de 2% par an. 2% par an, ça va manger à peu près toute la performance. Même si vous avez une très bonne performance, il y en a la moitié qui va être pris par vos frais au cours du temps. Donc il faut vraiment limiter au maximum les frais. Et c'est vrai que le problème des petites sommes, c'est que tout le monde va vous dire, moi le premier, qu'il faut être diversifié. Et on a des frais, en général des frais minimums à l'achat ou à la vente ou autre, qui font qu'il faut un peu faire une croix au départ sur un portefeuille d'actions en direct quand on a des petites sommes. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Voilà, déjà un épisode plein d'excitation. Je suis parti tambour battant. Je vous l'ai dit sur mes derniers épisodes, mais je m'éclate moi sur la martingale et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, honneur de recevoir Xavier Delmas. Salut Xavier. Salut Mathieu. Alors toi tu es trader, hein, une sorte de passionné, pas que passionné, mais professionnel et amateur entre guillemets, parce que quand je dis amateur, c'est dans le bon sens, c'est pas le mauvais sens d'ailleurs, mais de bourse, de marché, etc. Alors pour clarifier le terme, moi je me vois comme investisseur et pas comme trader. J'ai été trader professionnel pendant longtemps sur les actions, dérivés actions, et c'est pour ça que pour moi il y a une vraie distinction entre les deux. Donc aujourd'hui je me vois vraiment pas comme trader, pas du tout, je me vois vraiment comme investisseur long terme, à la fois dans l'immobilier, dans la bourse et dans un peu tout ce qui me plaît. Quand je dis bourse, c'est au sens large, hein, ça va jusqu'au crypto. Ok, et donc on en parlait tout de suite. Justement, je te demandais, toi, quel était ton modèle perso économique, puisque donc tu travailles aujourd'hui, tu collabores, tu es aussi producteur de contenu, tu collabores avec Zone Bourse notamment. Voilà, donc en fait, mon modèle personnel, c'est que moi, je suis investi principalement en immobilier et puis en actions, on va dire, pour la grosse majorité de mon portefeuille. L'immobilier, c'est ce qui me fait vivre. Donc je fais principalement de la location meublée, hein, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est ce qui me fait vivre. La bourse, c'est ce qui me passionne et c'est un investissement long terme. Donc c'est pas quelque chose qui me sert pour vivre. Et puis effectivement, à côté de ça, je collabore avec le site internet Zone Bourse où je fais des vidéos YouTube à visée pédagogique, parce que mon but c'est de casser un peu tous les a priori qu'ont les particuliers, notamment les Français, sur la bourse. On est un pays, on le sait, qui se met à entreprendre. Ça, c'est quelque chose que les Français faisaient pas. Ils se mettent à entreprendre, c'est génial. Mais ce qu'ils font toujours peu, c'est investir en bourse, même si on sait qu'il y a, depuis la crise du Covid, 400 000 nouveaux investisseurs en bourse. Et moi, ces 400 000-là, j'ai vraiment envie qu'ils démarrent en bourse avec de bonnes expériences, parce que les erreurs, elles coûtent très cher en bourse. Et la règle numéro 1, on reviendra à ça, mais c'est de préserver son capital. Et il faut préserver son capital dès le début, parce que si on commence à perdre, soit on n'a plus de capital et on peut plus du tout agir, soit tout bêtement, il va nous falloir un temps fou pour revenir à notre capital de départ, parce que bon, un postulat qui est très simple, c'est que quand on perd 50% de son capital, il faut avoir un gain de 100% pour revenir à son niveau initial, et donc ça peut prendre un temps fou. C'est intéressant parce qu'en effet, j'ai une forme d'intuition, et j'espère qu'elle se vérifiera pas, mais en l'occurrence, qui est de me dire que il y a eu toute une armée de boursicoteurs, on disait à l'époque, mais de sorte de traders amateurs entre 2000 et 2007-2008 et la crise des subprimes, qui ont pour beaucoup pris une grosse claque dans la gueule au moment de cette crise et qui ont arrêté. Et aujourd'hui, on a une nouvelle vague. Et j'ai un peu peur qu'il y ait un tsunami qui arrive derrière et qu'il y ait aussi justement une petite vague qui fasse un peu mal derrière, et qu'en fait on ait des vagues comme ça tous les 15 ans en France de gens qui se disent, en fait, souvent tu sais, il y a ce phénomène où quand t'as la vague qui monte, tu dis hop, je vais la louper, et puis en fait tu la prends, mais au moment où elle explose. Et alors on le disait, on n'a pas de boule de cristal, donc on peut, mais
tu parlais de préserver ce capital. Alors moi, ce que je voudrais traiter aujourd'hui, pardon, hein, on va revenir là-dessus, mais préserver le capital, je le note. Mais c'est que toi, tu as été trader professionnel. Aujourd'hui, tu produis beaucoup de choses et tu suis ça depuis très longtemps. Donc je voudrais et tu accompagnes aussi beaucoup de petits porteurs. Moi, je voudrais qu'on parle des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent venir avec un peu. J'ai beaucoup de mes auditeurs qui me disent ça y est, je me suis lancé, etc., etc. Et moi, ça me stresse un peu de me dire, en gros, attends, est-ce que je dois presque les décourager de se lancer parce que je me dis, on est peut-être en haut de la vague et je pense pas. Mais en revanche, il faut aussi peut-être alors les décourager de se replier tout de suite et de tout fermer au moment où ça claque. Et comment on se comporte. Enfin voilà, j'ai plein de questions. Comment on rentre, etc., etc. Ça fait plein en une. Mais déjà sur cette intuition, est-ce que tu peux réagir, Xavier? Alors moi, ça fait maintenant plusieurs mois, on va dire que je trouve que la situation, elle ressemble beaucoup à la même période de 99, 2000, 2001. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont la bulle Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement similaires. Tu étais dans le métier à cette époque-là? Moi, j'étais investisseur particulier à l'époque. Je terminais mon master en finance en 99 et l'époque a beaucoup changé. À l'époque, c'était difficile pour un particulier d'investir de manière correcte. Les frais étaient très élevés, on était obligé de passer par sa banque, on n'avait pas de cours en temps réel. C'était pas en ligne. Hein. Il fallait trouver une connexion. Moi, j'étais à la fac, il fallait trouver une connexion 56K pour se connecter à un des premières. Je vais te sortir un truc de dinosaure. Ça devait peut-être pouvoir se faire par Minitel, non? Je sais pas. J'ai eu la chance de toujours le faire par Internet, par un des premiers brokers en ligne qui ouvrait à cette époque-là. Et c'est vrai que la situation a beaucoup changé. On en reparlera parce que la situation actuelle pour les particuliers, elle est vraiment favorable en termes de frais, d'accès au marché, etc. Et effectivement, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'on est sur des marchés très élevés. Mais ça ne doit pas empêcher deux choses. Déjà, quelque chose qui est important, c'est d'ouvrir des comptes. Ça peut paraître bête, mais il faut ouvrir un PEA. Ça coûte rien avec un courtier en ligne. Aujourd'hui, ça ne coûte rien d'avoir un PEA avec un minimum de 100 euros déposés dessus. Il faut ouvrir un compte titre ordinaire. Il faut les deux. Pour des raisons fiscales, il faut ouvrir un PEA. Le PEA, c'est vraiment l'enveloppe idéale pour investir en bourse, PEA ou PEA PME. On peut ouvrir les deux en même temps. Le PEA, il faut le savoir, c'est quand même pour une durée minimale de 5 ans. Mais là où, quand je vous dis qu'il n'y a aucun risque à ouvrir un PEA, c'est que même si vous retirez vos fonds avant les 5 ans, vous aurez une imposition. Vous aurez une fiscalité qui sera finalement similaire à celle que vous auriez eue si vous n'étiez pas investi dans un PEA. Donc, vu qu'il y a une durée de 5 ans, c'est important de prendre date. Et le PEA PME, c'est un PEA qui permet d'investir dans des PME aussi, c'est ça? C'est un peu oui, différent. PME, mais c'est même pas forcément des entreprises cotées, ça peut même être des parts de start-up, etc. Ouais. Donc on peut mettre beaucoup de choses dedans, et avec un plafond un peu supérieur au PEA classique, vu qu'on peut monter jusqu'à 225 000 euros. Et ça s'ouvre partout, dans des banques traditionnelles, des banques en ligne, oui, alors les banques traditionnelles, elles maintiennent ce service de passage d'ordre pour des raisons historiques, mais elles maintiennent des frais qui sont extrêmement élevés. Elles ont des plateformes qui sont plus du tout au standard d'aujourd'hui. Elles ont même des frais de tenue de compte. Donc quand je disais ça coûte rien d'ouvrir un compte, c'est vrai si c'est dans un courtier, chez un courtier en ligne. C'est pas vrai si vous ouvrez ça dans une banque classique. Donc les banques classiques, elles sont là pour de bonnes raisons. Vous pouvez faire des prêts immobiliers, etc. Il faut absolument éviter d'ouvrir un compte dans sa banque. Il y a plein de courtiers en ligne qui proposent des services à des frais extrêmement bas, et c'est la clé pour investir aujourd'hui. C'est ce qui permet aujourd'hui de démarrer avec 100 euros, c'est peut-être un peu faible, on va dire, comme tu disais, 300 euros. Donc même si vous avez une capacité d'épargne de 100 euros par mois, ça vaut le coup d'attendre 3 mois, démarrer avec 300 euros, et là déjà vous pouvez ouvrir un PEA et commencer à investir avec ces 300 euros. Ok. Et alors après, si tu te dis justement, une fois que tu l'as fait, je suis d'accord, tu poses les bases, quoi. Une fois que tu l'as fait, on l'a dit pas mal de fois, mais faut quand même voir long terme. Ou alors t'es complètement tête brûlée, ou alors t'es très insight marché, mais faut pas te dire que tu es là pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, parce qu'en fait, tu peux faire un bon coup, mais en l'occurrence, tu peux aussi bien te gameler et dans des périodes tendues comme ça, c'est possible. Mais alors du coup, tu as pas une vision avec une boule de cristal, mais des techniques qui font que en fait
on peut limiter les risques. Comment, si je rentre avec un peu comme ça, alors on a parlé ici je cherche le terme, pardon, quand tu rentres au fur et à mesure du DCA, ouais, c'est ça. Dollar Cost Averaging. Oui, merci. Est-ce que Oui, alors effectivement, sur l'aspect de rentrée, ça paraît bête, mais déjà, si vous arrivez à ouvrir un PEA ou un compte titre ordinaire, peu importe, et à mettre 300 €, il y a déjà une victoire. Parce que le problème avec les petites sommes, ça paraît bête, hein, mais le problème des petites sommes, c'est qu'on les dépense. C'est-à-dire quelqu'un qui a une capacité d'épargne de 100 € par mois, il a une incitation à la dépenser qui est énorme par rapport à quelqu'un qui a une capacité d'épargne de 2 000, 3 000, 5 000 € par mois. Donc, c'est pour ça que c'est psychologiquement très difficile d'épargner cette petite somme, mais il faut le faire. Et le deuxième inconvénient quand on investit une petite somme, c'est qu'on se dit, moi, ça m'intéresse pas de faire du 5% par an. 5% sur 100 €, c'est 5 €. 5 €, ça m'intéresse pas de gagner 5 € sur mes investissements. Donc, il y a une tendance à vouloir faire un peu du all-in quand on investit 100 €. 100 €, 200 ou 300 €. Et donc, c'est vrai. All-in sur une seule action ou un seul actif. Donc, tout mettre sur un seul actif le plus volatile possible. Donc, on se tourne vers les cryptos, donc on se tourne vers des produits dérivés type turbo, des options à barrière, etc., qui ont un effet de levier énorme. On se tourne vers des CFD avec énormément d'effets de levier. Et ça, c'est la première erreur parce que la grande probabilité, c'est que vous perdiez tout. J'ai envie de dire, on va prendre les deux cas de figure. Premier cas de figure, on perd tout très rapidement. Bon, c'est dommage. En général, on clôture le compte, c'est fini. On touche plus du tout à l'investissement. Ce qui est très dommage, parce que la capacité d'investissement, quand elle va passer de 100 € par mois à 200, et puis peut-être à 300, quelqu'un qui a investi en bourse depuis plusieurs années, il a appris énormément. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime, qu'on sous-évalue clairement. Et au moment où donc si on commence en tant qu'étudiant ou avec un premier job, au moment où on va être promu, on va toucher un bonus, peu importe, même un héritage, on saura comment faire. Et puis on aura les comptes ouverts, on aura tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Et donc éviter de dépenser, éviter l'aspect de tout mettre sur quelque chose de très volatile. Et comme je disais, on a cette chance aujourd'hui d'avoir des courtiers en ligne qui proposent des frais extrêmement bas. C'est le premier point. Et aussi un outil que je trouve incroyable, qu'on n'avait pas quand moi j'ai débuté il y a 20 ans, c'est qu'il y a par exemple les ETF, les trackers, qui permettent à la fois d'avoir des frais qui sont limités, parce que ce sont des fonds indiciels, donc ce sont des fonds de gestion passive, donc avec des frais qui sont extrêmement bas. Donc voilà, ça va être des ETF. Alors on a parlé plutôt de... j'en ai parlé de plusieurs. D'ailleurs, il y en a un que j'ai acheté du coup pendant un épisode récent qui était, un ETF qui est assez connu, MSCI, c'est ça donc, oui, alors MSCI, c'est un créateur d'indices. D'accord, c'est pas un ETF. C'est un créateur d'indices comme S&P. D'accord. Et après, eux construisent des indices. Donc, par exemple, le S&P, c'est lui qui a créé l'indice S&P 500 des valeurs américaines. Et MSCI, ils ont fait beaucoup d'indices, mais c'est vrai que le MSCI World, l'indice monde, c'est un indice qui est très utilisé. Je sais pas si c'est celui-là que tu as acheté. Je vois que tu suis bien ton portefeuille. Oui, en direct, là, je suis en train de regarder. Et non, c'est sûr que je reviens sur ce point, c'est très important parce que ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que, en gros, là, moi, je veux parler des gens qui ont potentiellement, en effet, 100 € par mois. Mais si tu réussis à en avoir 300, 400, ça fonctionne pareil. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir monter petit à petit et se dire, en fait, quand tu gagnes un peu plus, finalement, alors tout dépend de ta position dans la vie. Si t'as un enfant, ça chamboule un peu tout. Si t'as certains projets qui chamboulent, ça arrive. Mais sinon, souvent, quand tu vas gagner 100 ou 200 €, ou que tu vas changer de job, tu vas gagner 500 € de salaire en plus, finalement, ta capacité à mettre de côté, c'est potentiellement, tu vas assez vite doubler, tripler. Et en fait, ça donne une bonne dynamique, une bonne habitude pour, à la fin, si tu gagnes beaucoup d'argent, potentiellement mettre, en effet, 1000, 2000 € à investir. Et alors là, ça fait vraiment la différence, surtout si tu t'y connais bien. Et c'est ça, l'idée. Exactement. Et on parlait des petites sommes et des frais. J'insiste beaucoup sur les frais parce que c'est très lié. C'est-à-dire qu'avec des petites sommes, on peut très vite tout se faire grignoter par les frais. Ça va extrêmement vite, hein. Même des frais de 1% par an. Je parle même pas de 2% par an. 2% par an, ça va manger à peu près toute la performance. Même si vous avez une très bonne performance, il y en a la moitié qui va être pris par vos frais au cours du temps. Donc, il faut vraiment limiter au maximum les frais. Et c'est vrai que le problème des petites sommes, c'est que tout le monde va vous dire, moi le premier, qu'il faut être diversifié. Et on a des frais, en général, des frais minimums à l'achat ou à la vente ou autre, qui font
il faut un peu faire une croix au départ sur un portefeuille d'actions en direct quand on a des petites sommes. D'accord. Parce que sinon, on va se retrouver avec 3 titres en portefeuille. 3 titres, c'est pas de la diversification. Pour être diversifié, toutes les études montrent qu'il faut à peu près 15 titres. Au-delà de 15 titres, on est considéré comme diversifié. Okay. L'apport d'une incrémentation d'un titre de plus entre 15 et 20, c'est faible. Et au-delà de 20, c'est quasiment nul. Je suis à 10. Ouais, mais 10, c'est pas mal. Et je pense que tu le vois. Non, mais moi, je suis mauvais parce que dont Bitcoin et Ethereum qui représentent... Alors, ils ont beaucoup monté, donc du coup, ils représentent une bonne partie des 10, quoi, genre 50%, quoi, donc c'est un peu... Mais bon, ouais. Donc, c'est vrai que moi, je privilégie au maximum les ETF. ETF sur action, très diversifiés. Après, on parlait du DCA. Donc, le DCA, c'est... Dollar cost averaging. Voilà, dollar cost averaging, c'est acheter régulièrement, mais en fait, plus que ça, c'est de se forcer à maintenir une somme, que les marchés montent ou baissent, ce qui fait que mécaniquement, on va acheter plus de titres quand le marché va baisser, et on va en acheter moins quand ça va monter. Mais donc, tu vois, dans la difficulté là-dessus, c'est que dans cette technique, j'ai naturellement, instinctivement, envie de me dire, et c'est con, en fait, je le sais, parce que je l'ai vécu je l'ai pas fait trop, je l'ai un peu fait sur ces derniers mois, je m'explique, mais envie de me dire, j'ai quand même une crainte qu'il y ait une petite bulle qui explose, et finalement, je vais attendre qu'elle explose pour rentrer. Or, typiquement, je ne l'ai pas fait sur les cryptos. Je l'ai fait sur 2-3 autres choses sur lesquelles, alors certaines j'ai eu de la chance, d'autres où en fait j'aurais pu faire nettement mieux. Enfin, Tesla, j'y suis pas allé parce que ça fait des mois que je vais pas sur Tesla. Alors on est en janvier 2021 quand on enregistre là, mais ça fait des mois que je vais pas sur Tesla parce que je me dis Tesla c'est pas possible, ça monte trop, ça coûte trop cher et puis ça monte, tu vois. Donc en fait je l'ai loupé le train. Et la question c'est normalement, si jamais Tesla redescend big time, je dois continuer. Si au moins je crois en Tesla sur le long terme, c'est un peu ça l'idée. Oui, c'est complètement ça. Après, Tesla, c'est une valeur unique. Le DCA, c'est en général pas à faire sur une seule valeur. Oui, mais là, je l'ai fait sur toutes mes valeurs. Normalement, tu vois, moi, je mets, mettons, c'est à peu près ça, mais 1 000 euros par mois. Et je me dis, sur mes 1 000 euros par mois, je mets à peu près une centaine sur ces 10 valeurs, 100 sur les 10. Et au bout d'un moment, comme je l'ai fait d'ailleurs récemment pendant un épisode, j'ai coupé, par exemple, parce que j'avais pris... ça, j'ai bien aimé ce conseil. Je sais pas si tu es d'accord, mais... je trouvais que Airbus et notamment Airbus en particulier avait pris très cher et Air France au début de la crise. À un moment, je me suis dit attends, je vais rentrer là-dessus. Donc j'ai mis 100, puis 100, puis 100, puis 100. Et puis l'action a pris 35 ou 40%. Et là, je me suis dit en fait, je pense qu'elle a repris ce qu'elle avait à reprendre. Et moi, sur le long terme, je sais pas du tout, tu vois, ce que ça va donner. En revanche, moi, je crois aux maisons de retraite. Donc, j'ai mis du Orpea. Je crois toujours à Amazon. Et pour le coup, j'ai vraiment pas gagné grand-chose, même ce dollar cost. Je crois à du Google, du Alibaba, sur lequel j'ai perdu 15%. C'est plus compliqué. Et puis, quelques ETF et quelques trucs. Sur ton sujet de quand vendre, parce que ça, c'est un gros problème. Quand vendre? Parce qu'en fait, il n'y a pas de règle générale. Ce qui est très important, c'est quand on rentre dans une valeur, de savoir pourquoi on le fait. Je vais prendre 2 exemples. Je veux rentrer dans Airbus parce qu'elle est décotée. Ok, ton cas là. Et puis admettons que tu dis, je veux rentrer dans Tesla parce qu'elle est en train de totalement disrupter le marché de l'automobile et ça va être un carton dans les 20 prochaines années. Tu achètes Airbus parce qu'elle est décotée. Quand ta thèse sera plus valide, ce qui est exactement ce que tu as fait, tu t'es dit là, elle est plus décotée, elle a repris ce qu'elle devait reprendre, je vends, c'est parfait. Par contre, si ton thème, c'est que Tesla est, c'est une entreprise de croissance, puis tu mets Amazon, tu mets Google, qui tu veux là-dedans. Si Tesla, c'est la valeur automobile en 2050, alors il ne faut pas la vendre à plus 30%. Si ton thème est toujours respecté, si elle a toujours les mêmes perspectives de croissance, si les autres constructeurs ont toujours autant de retard, si on part toujours sur du véhicule électrique avec batterie et pas sur de l'hydrogène, etc., etc. Si tous tes critères d'achat sont validés, tu dois la garder. Sinon, c'est impossible de multiplier, de faire du x6, x10 sur des Amazon, sur des Google. Il faut pas non plus pour autant faire la girouette. C'est ça le plus drôle, le plus dur, c'est que si je pense ça sur Tesla et que je me dis j'y vais. Finalement, c'est aussi le principe du dollar cost averaging, c'est que mettons que je rentre maintenant. Tesla
va être divisé par 2 parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation, il y a une bulle, ou par 3, ou par machin. Je pense que toute la communauté financière mondiale est persuadée qu'il y a une bulle sur cette valeur. Je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment l'unanimité. Je pense que même ceux qui mettent de l'argent maintenant sont persuadés. Mais tant que je vais pas all-in, entre guillemets, je peux me dire je m'en fous. C'est-à-dire, quelque part, soit je mets 100, puis 100, puis 100, puis 100, et puis elle aura doublé. Puis à un moment, elle va rediviser par 2, donc je reviendrai à mon prix d'achat des 100, et puis c'est pas grave. Et je continue, et je continue, et je continue. Et c'est le principe, on est d'accord, du dollar cost averaging, parce que si je continue à l'acheter à moins 50, moins 60, moins 70, mais que je continue, à un moment, si ma thèse est bonne sur le long terme, elle finira par remonter peut-être au prix d'aujourd'hui, et en fait, j'aurai acheté pendant des années à des prix inférieurs. Oui, c'est pas faux, mais je t'avoue que Tesla, c'est pas la meilleure valeur pour parler du DCA. D'accord. Non, mais dans le sens où un sujet que tu as mentionné qui est vraiment très très valide, c'est le fait de tout le monde se doute que le marché est très haut. Le marché est très haut pour une seule raison qui est le fait que les banques centrales aient inondé le marché de liquidités. Donc les taux d'intérêt sont très faibles. Donc les entreprises les plus faibles sont des entreprises zombies qui sont financées par l'État, qui mourront au moment où cette vanne s'arrêtera. Et puis pour les entreprises de croissance, qui ont d'habitude un problème de financement, elles n'en ont absolument pas. Et il y a une autre chose, en fait, toute la planète économique est perturbée par le fait que les taux soient à zéro. Ça, il faut vraiment le comprendre, parce qu'en fait, dans le monde économique, on valorise une entreprise. Enfin, tu le sais mieux que moi, il y a plein de manières de valoriser une entreprise. Mais le plus classique, c'est le DCF, c'est le Discounted Cash Flow. On prend tous les flux futurs gagnés par l'entreprise, on les actualise et on obtient une valeur. Et c'est vrai on valorise sur l'avenir, pas sur le présent. On valorise sur l'avenir, exactement. Et en fait, valoriser les flux futurs, pour ça, on va actualiser les flux futurs, c'est-à-dire qu'on va prendre un taux d'actualisation et on considère que si l'entreprise gagne 1 000 euros dans 10 ans, ça vaut beaucoup, beaucoup moins que 1 000 euros aujourd'hui. Le monde économique a toujours tourné autour de ça. C'est pour ça que quand on prête de l'argent, on en gagne. Et c'est pour ça que quand on emprunte, on doit payer pour emprunter de l'argent. On est aujourd'hui dans un monde qui est un peu à l'envers. Et le problème que ça pose au niveau des valorisations, c'est que, notamment les entreprises de croissance, on valorise les flux futurs autant que les flux présents, puisque le taux d'intérêt est de zéro. Donc, cette situation de taux zéro... 1 000 euros dans 10 ans, ça vaut la même chose que 1 000 euros aujourd'hui, en fait. C'est la situation actuelle. Voire plus que de temps en temps. Ouais. Exactement. Et donc, vu que tout est perturbé, quand on fait des calculs de valorisation, les valeurs de croissance ont des valorisations qui sont justifiées par des modèles financiers qui sont extrêmement élevés, qui n'expliquent pas Tesla, parce que Tesla, c'est à part, mais qui expliquent Amazon, Apple, Google, etc. On ne peut pas considérer aujourd'hui que ces entreprises, elles sont trop valorisées, vu les taux d'intérêt actuels. Mais si la manne des banques centrales s'arrête, alors la musique va s'arrêter et on aura un retour sur Terre. Et quand je dis que ça explique beaucoup de choses, c'est que même le Bitcoin, l'envolée du Bitcoin est due en grande partie à la crainte que tout le monde a d'une inflation, du fait qu'il y ait les vannes des banques centrales qui soient ouvertes, que peut-être que l'euro et le dollar valent beaucoup moins qu'on se l'imagine, ou vaudront beaucoup moins qu'on se l'imagine. Et donc, une des seules protections aujourd'hui, ce sont les cryptos. D'accord. Et alors, si tu dis une protection aujourd'hui, mais si tout ça dégringole, les cryptos dégringoleront encore plus? Ou on peut envisager un scénario dans lequel ça devient une valeur refuge? Après, c'est très personnel. Et puis, comme... on se le dit tous les deux, on ne peut pas prévoir l'avenir. Moi, je ne peux pas prévoir l'avenir, mais en tout cas, je me base sur des méga tendances, sur des tendances séculaires. Ça, c'est quelque chose auquel je crois. On va pas c'est pas forcément le thème, mais une de ces tendances, ça va être bien sûr la digitalisation au sens très large des monnaies. Les crypto-monnaies, on sait que ce n'est pas que de la monnaie, c'est pas qu'un actif de réserve, ça sert à beaucoup d'autres choses. Et, on en a parlé ici. Ouais. Et sur la notion de valeur de réserve, je pense que plus le Bitcoin cote à des cours élevés, il y a un côté vraiment autoréalisateur et qu'il est en train de se fabriquer son côté valeur refuge. Et j'écoutais il y a mi-décembre, j'ai racheté du Bitcoin après avoir entendu une émission sur une chaîne de télé financière française où ils se sont mis à parler du Bitcoin. Il n'y avait que des asset managers autour de la table. Je me suis rendu compte du niveau de connaissance du Bitcoin, je ne parle même pas des autres monnaies. Donc en gros, tous les asset managers ne connaissaient absolument pas le Bitcoin,
Absolument pas. Et il y en a qu'un qui connaissait un petit peu et qui a dit qu'il y avait 21 millions de bitcoins en circulation, etc. Ce qui est faux, il y en a 18 millions et demi. Il y en aura 21 millions en 2140, etc. Enfin bon. Et je me suis dit, ces gens-là, je les comprends tout à fait. Hein. Ils sont dans leur monde de finances classiques. Le jour où ces gens-là seront convaincus qu'il faut mettre 1% du portefeuille, c'est normal d'avoir 1 ou 2% de son patrimoine dans des cryptos ou du Bitcoin, je me dis que si on va dans ce chemin-là, le Bitcoin va vivre une aventure qui sera assez incroyable. Et voilà, alors comme on le dit souvent, ici on ne donne pas de conseils, on partage quand on écoute Jean-Claude Trichet, l'ancien gouverneur de la Banque de France, il dit l'exact opposé, il dit que c'est complètement n'importe quoi, que ça va dégringoler, il hallucine complètement. Et pour aller dans ton sens, justement, c'est là où on ne peut pas prévoir l'avenir. Ça, c'est un des scénarios. Un des scénarios où, effectivement, ça devient la norme. L'autre scénario, c'est que, une bulle bien connue, c'est la première bulle qui a eu lieu dans le monde sur les bulbes de tulipes. Aujourd'hui, c'est en Hollande, au XVIIe siècle. Aujourd'hui, et puis à l'époque, au plus haut, un bulbe de tulipes, ça valait le prix d'une maison. En Hollande. Aujourd'hui, ça nous fait rire. Ça nous fait rire, c'est drôle de se dire, mais c'est fou, ils n'ont pas eu le recul nécessaire pour se dire que c'était illogique qu'un bulbe de tulipes vale ce prix-là. Et peut-être qu'on rira de nous dans 50 ans en disant, mais c'est fou, il y avait un programme qui tournait et les gens se sont mis à acheter c'est ce qu'on disait quelque chose. Laurent Puget, lui qui remet ça finalement... qui fait un parallèle avec l'or, et il dit mais avec l'or je peux toujours faire quelque chose, ça existe. Alors moi je dis oui, mais l'or ça existe, mais le jour où t'as faim, l'or ça se mange pas, quoi. Donc la bottom line elle reste toujours la même, c'est que l'or ça sert à rien entre guillemets, c'est valorisé parce que c'est un peu rare, mais on pourra dire la même chose du Bitcoin en fait, c'est valorisé parce que c'est un peu rare. Mais en effet, avec du recul, on peut se dire mais en fait tout le monde a pété une pile en fait, quoi. Et ce truc qui ne vaut rien, et en fait ce sera là aussi autoréalisateur, puisque finalement on sera toujours ce truc qui ne vaudra plus rien, on se dira mais je sais pas comment ça a pu valoir autant, quoi. Et justement un thème qui est vraiment extrêmement d'actualité, on a parlé de Tesla, on a parlé du Bitcoin, pourquoi on en parle aussi, comme tu le dis, le thème de cette émission c'est démarrer l'investissement avec peu d'argent, et on en parle tous les deux aussi parce que ce sont les sujets du moment. Et c'est malheureusement le sujet du moment pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que, comme je le disais, les gens qui investissent de petites sommes, ils vont avoir tendance à investir, surtout quand on voit le prix de ces valeurs-là, on peut même pas s'en payer une. Donc on est obligé de passer par des CFD, souvent, avec des frais qui sont parfois cachés, avec parfois des effets de levier qu'on peut être tenté d'utiliser quand on voit les performances de... le Bitcoin, c'est différent, mais sur Tesla, c'est quand même une action, donc il faut pouvoir acheter une action, avec le prix des actions aujourd'hui, les LVMH, Kering qui sont à 500 €, toutes les valeurs américaines qui sont à 3 000 €, 1 700 €, juste pour avoir un seul titre. Donc c'est là où on revient sur ce thème de la diversification, c'est très important, c'est très compliqué. Et moi, le sujet que je trouve très intéressant que tu as mentionné, c'est cette peur de rater le train. Le FOMO. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... Fear of missing out, la peur de manquer, en fait. La peur de manquer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment... qui a été créé... On peut penser que ça a été créé par les réseaux sociaux. En fait, non, ça a juste été amplifié par les réseaux sociaux. Il y a des très, très vieilles histoires sur ce fameux FOMO. Je reviens sur les bulles les plus anciennes, parce que quand on regarde les bulles les plus anciennes, parfois, on a tendance à faire des parallèles aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. Et une des premières bulles, c'était pas sur la première, c'était sur les bulbes de tulipes. Et ensuite, il y a eu sur une valeur qui s'appelait la South Sea Company, qui était une valeur anglaise, qui était un peu comme une start-up d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucune activité, rien du tout. C'est juste que le gouvernement anglais lui avait donné le monopole du commerce dans le Pacifique. Tout le monde s'est un petit peu excité sur la valeur. À l'époque, il n'y avait que les aristocrates qui investissaient sur ces valeurs. Et un investisseur de l'époque, c'était Isaac Newton, celui qui a découvert la théorie de la gravitation universelle, quelqu'un de brillant, vraiment très brillant, très bon investisseur aussi, c'était pas du tout son premier investissement. Il a investi assez tôt dans la compagnie, il a revendu, il a à peu près doublé son profit, il était extrêmement content. Et puis, donc là, on peut faire des parallèles un peu avec les actifs dont on parlait tout à l'heure. Donc il a vendu, puis il voit que ça continue à monter. Il voit que des amis qui ont acheté après lui font plus d'argent que lui, ça monte, il essaye de résister, mais finalement il craque, il rachète beaucoup plus que ce qu'il avait investi la première fois. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Quelques semaines après, ça s'écroule, il perd 75-80%, il n'est pas ruiné, mais il perd 20 000 livres de l'époque, ce qui équivaut à plusieurs millions d'euros aujourd'hui.
Et cette histoire, on voit que cette peur de manquer le train, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. Et il faut... on a tous des regrets. Dès qu'on regarde un petit peu la bourse, on se dit pourquoi j'ai pas investi sur le Bitcoin. J'en ai entendu parler pour la première fois en 2013. Ça valait $20. Pourquoi j'ai pas acheté le Bitcoin en 2013? Pourquoi ci, pourquoi ça? La bourse, c'est le temple des regrets. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'éviter de regarder tout ce qui est palmarès de fin d'année ou les actifs qui ont le plus monté au cours des 10 dernières années, etc. C'est destructeur. Je trouve que c'est destructeur et les réseaux sociaux, ça renforce ça parce que tout le monde ne se vante que de ses réussites et jamais de ses pertes. Mais si je dois faire un parallèle, alors d'ailleurs tu as dit, toi que tu gagnais aussi de l'argent grâce à l'immobilier, donc j'imagine que tu as investi avec des effets de levier, des emprunts, etc. Et puis que ça peut te permettre de vivre aujourd'hui partiellement. Donc tu n'as pas tous tes actifs au même endroit. Mais en effet, moi j'essaye de faire sur ma partie, on va dire, hors immobilier, un truc sur lequel je me fais à peu près kiffer. Alors, ce qui est paradoxal, donc, en effet, je vais dire très exagéré, mais Bitcoin GAFA, facile, t'y vas, Bitcoin, l'Ethereum, et puis voilà, ce que j'ai appris sur la martingale, tu regardes, t'y vas, ça a bien marché ces derniers temps, ça risque de péter à un moment, t'en es conscient, donc en fait, voilà. La problématique, alors que je peux avoir aujourd'hui, c'est qu'avec mon dollar cost averaging, finalement, je me retrouve avec des valeurs sur celles-ci qui sont probablement supérieures à d'autres, compris 14% chez les autres, alors que là, tu vas prendre 200%. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que du coup, tu rééquilibres ou tu te dis, bon, non, justement, je continue avec cette approche. Et l'autre truc, moi, mon autre théorie que je commence à mettre en place maintenant, c'est en effet beaucoup plus... je commence à réaliser entre ce podcast, La Martingale, et mon autre podcast, Génération Do It Yourself, que je pense que l'impact... Et tous les investissements dans l'impact, en fait, c'est aussi autoréalisateur. C'est-à-dire que les gouvernements les poussent tellement, le grand public commence à y être hypersensible qu'en fait, à un moment, en effet, alors c'est un peu le cas de Tesla, mais finalement, tout ce qui est toutes les boîtes qui réalisent ça, qui se transforment, moi, je pense pour moi, c'est des valeurs intéressantes, mais plus long terme, sur lesquelles je veux rentrer autour de peut-être des énergies renouvelables, autour de, je sais pas. Pourquoi pas Danone qui en parle beaucoup, pourquoi pas même Total qui commence à se dire tiens on va se transformer, on va faire moins de pétrole, on va faire plus attention, etc. Et se dire ok, ces discours j'adhère, j'y vais. Là on est vraiment sur des strates qui sont lointaines. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi je pense que ton portefeuille, c'est un portefeuille qui te fait plaisir, mais que en fait si tu regardes, et si tu sors de ton portefeuille, tu regardes ton patrimoine, t'es actionnaire de sociétés dans la technologie. Enfin, tu vois, tout tourne autour de ça. Donc, en fait, les valeurs que tu as achetées, ce sont des valeurs qui sont aussi extrêmement corrélées avec ta boîte, les startups dans lesquelles tu es investi, etc. Et c'est vrai que la théorie, moi, je ne peux pas répondre vraiment à ta place parce que moi, je suis très diversifié. Ça fait plus de 20 ans que j'investis. Moi, je suis très diversifié. Moi, j'ai des commodities, de la santé, j'ai un peu d'or. C'est pour ça que moi, oui, j'ai du Bitcoin, mais ma position en Bitcoin sur mon patrimoine total est ridicule. Donc, ton plus gros asset, c'est l'immobilier, j'imagine. Si voilà. Après, comme tout le monde, d'ailleurs. Enfin, comme beaucoup de gens comme beaucoup de Français, en tout cas. Moi, je suis clairement, j'ai trop d'immobilier. J'ai des terrains, j'ai des appartements, j'ai trop d'immobilier. Mais c'est ce qui me fait vivre. On va dire que c'est ma source de revenus vraiment principal, c'est ça qui me fait vivre. Mais après, justement, j'ai d'autant moins le droit de prendre du risque ailleurs. Et donc après, j'ai des positions indicielles et j'ai des positions pour me faire plaisir. Et c'est deux choses qui sont différentes. Donc moi, j'ai des positions sur des titres américains, européens. Enfin, moi, je suis extrêmement diversifié. Et puis, j'ai une petite poche pour me faire plaisir. Qui représente combien de ton capital total? C'est très faible. C'est très faible. C'est peut-être 5%. Et donc pour répondre à ta question, oui, à ta place, mais on n'est pas les mêmes investisseurs non plus. Moi, clairement, je prendrais du profit sur certaines valeurs en travaillant sur ce FOMO, en se disant il faut pas regretter, c'est normal. De toute façon, même si tu investis dans Tesla, même admettons que tu l'aies fait, je peux te promettre une chose, tu aurais peut-être déjà vendu, sûrement déjà vendu, tu n'aurais pas mis assez. Après, on a toujours des regrets. Même ceux qui sont rentrés dedans, ils se disent j'ai pas mis assez. Donc, il faut vraiment faire un travail. De toute façon, au niveau des émotions, la bourse, c'est terrible.
Ça travaille nos nerfs parce qu'il y a une différence aussi en fonction de combien de pourcentage de ton patrimoine est investi en bourse, et on ne peut pas prendre les mêmes décisions avec un portefeuille qu'on pourrait mettre sur du poker en ligne et qu'on met dans la bourse parce que ça nous plaît, ou qu'on pourrait dépenser en resto étoilé, et après quand ça représente vraiment une partie significative du patrimoine. Parce qu'en fait, la difficulté, elle est dans cette... C'est-à-dire que les entre guillemets, pseudo ou meilleurs traders, je ne sais pas si on peut dire, mais si je prends les plus rationnels, le trader type embauché aujourd'hui par la banque qui devait t'employer avant, je ne sais pas qui c'était d'ailleurs, tu étais chez qui toi? Alors moi j'étais chez BNP, ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dans la plupart des salles de marché, alors la plupart des traders sont partis des banques pour aller en hedge fund, vu que c'est plus ou moins interdit dans les banques, mais il n'y avait quasiment aucun trader qui prenait des positions directionnelles. C'est-à-dire qu'on ne pariait pas sur la hausse ou la baisse du marché. C'est quasiment que du trading relatif entre des valeurs. Par exemple, moi, j'étais sur les situations spéciales, sur des fusions-acquisitions, savoir est-ce que les fusions vont se passer, pas se passer, est-ce qu'il va y avoir des problèmes d'antitrust, est-ce qu'une société va faire faillite, est-ce qu'il y a un changement de management, enfin bon, vraiment les situations spéciales. Ou, par exemple, j'ai fait aussi des paniers qu'on appelle long short, donc avec des positions sur lesquelles on va être acheteur et d'autres positions sur lesquelles on va être vendeur à découvert, mais sans prise de décision directionnelle, tout simplement parce que même au niveau des traders professionnels, il y en a une grande partie qui pense qu'on ne peut pas forcément prévoir le marché, mais on peut détecter des anomalies et en profiter. Et c'est deux choses différentes. Mais tu étais dans du trading haute fréquence, enfin genre très très rapide, achat-vente intraday ou voilà ou alors quand même pas non, quand même. Moi c'était plus du semaine, on va dire. Okay. Mais j'étais sur un desk où il y avait beaucoup de traders haute fréquence, donc qui eux intervenaient sur quelques secondes en gros ils allaient retourner tout leur portefeuille en une journée. Donc par exemple, s'il y a un portefeuille qui va faire 1 milliard long, 1 milliard short, en fin de journée, ils avaient revendu la totalité de leur portefeuille. Parce que si on voyait un peu avec Tarek El-Mari ici, c'est-à-dire des choses que tu dois pas trop faire quand tu n'es pas professionnel. Mais ce que je voulais dire là-dessus tout à l'heure, c'est c'est des algorithmes qui font à 100%, on est d'accord. Mais souvent, donc, c'est fait par potentiellement aussi des polytechniciens, des centraliens, des grosses études, etc. Mais donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un côté... il y a un côté peu scientifique qui est très instinctif aussi dans le trading. Quand tu rentres pas dans le trading, je sais pas si on doit appeler ça trading, dans l'investissement. Alors pour revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire quand tu rentres sur les marchés comme nous, comme moi, finalement, il y a un moment où tu dois, comme un investisseur, comme tu le dis, arrêter de penser, d'écouter, de regarder tous les classements, etc. Suivre certaines choses, évidemment, des tendances marché lourdes, profondes, etc. Mais penser investisseur, notamment en disant j'achète l'histoire de ce dirigeant, je pense qu'il va dans la bonne direction, avoir finalement assumer un côté qui là est humain et enfin, je veux dire, tu aurais fait ça avec Tesla il y a 3-4 ans, tu vois, tu faisais un hit de ouf parce que si tu te disais, je pense qu'il va dans la bonne direction, alors qu'aujourd'hui, en fait, tu fais juste un truc de mouton, quoi. Ouais, mais c'est un bon point. En fait, là où tu as raison, c'est que on a tendance à dire qu'il faut éliminer les émotions dans l'investissement. Et en fait, toi, ce dont tu parles, je dirais que c'est plutôt de l'instinct. Tu vois, je t'ai entendu dire dans un des épisodes de La Martingale, je crois que c'était sur Instagram, je sentais que ce truc-là, ça allait faire quelque chose. Bien avant tout le monde, et j'aurais dû le faire. Et ça, pour moi, c'est pas de l'émotionnel, c'est que tu es dans un domaine que tu maîtrises. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois fortement. C'est-à-dire que d'un côté, on va laisser aux professionnels le travail de professionnel. On va laisser les algorithmes, on va laisser les allers-retours dans la seconde, on va laisser tout ça. On va laisser les émotions de côté en grande partie parce que ça nous fait faire que de mauvaises décisions. Mais après, en tant que particulier, on constate quand même des choses dans sa vie de tous les jours. On voit comment tourne le monde, et les gens qui comprennent ce qui se passe, qui sentent des tendances, je ne parle pas de tendances de graphique boursier, je parle de tendances de la vie de tous les jours, c'est vraiment ces méga trends, quelqu'un qui se dit, parfois il faut se poser pour ça, le télétravail. Quel est, pas maintenant, c'est un peu tard, mais je veux dire, quand en avril on voit ce genre de choses se développer, mais ça va de tout, une tendance végane, bref, peu importe, toutes les tendances qu'il y a dans le monde, on peut détecter des tendances avant beaucoup de gens. Et par exemple, tu parlais de Total.
Total, il y a un moment où le titre, je ne sais pas si c'est le moment, mais va passer d'une valeur pétrolière à une valeur énergétique. Et je pense que il n'y a que les personnes aujourd'hui qui sont dans le business pétrolier qui savent, moi je ne sais pas si Total, ça va rester une valeur pétrolière pendant 30 ans, 40 ans, ou s'ils sont réellement, comme ils le disent, en train de se tourner vers les énergies renouvelables. Et il y a un très très fameux investisseur qui a écrit des très bons livres qui s'appelle Peter Lynch, et sa théorie c'était « Invest in what you know ». Investissez dans ce que vous connaissez. Et c'était sa théorie de dire, si vous constatez qu'il y a tel type d'appli, d'objet ou autre qui marche très fort, ou de SaaS ou peu importe, et que vous êtes assez prêt pour sentir cette tendance avant les autres, profitez-en. Ouais, et alors pour le coup, tu vois, ça c'est des choses que je fais alors plutôt dans ce qu'on appelle le private equity, donc l'investissement, moi dans des startups. Et d'ailleurs, je t'en parlerai, je pourrais vous en parler sur Dealcab, j'en ai parlé sur mes newsletters, etc. Mais on va avoir des opportunités, on a déjà une opportunité d'investissement dans des scale-up, donc dans des startups qui sont déjà assez grosses, par divers moyens, des opportunités pour rentrer dedans. Vous avez un formulaire sur Dealcab investisseur, enfin vous cherchez, on mettra ça en lien. Mais tu vois, moi je me dis par exemple la mobilité dans les villes, finalement à force d'en parler, à force de le vivre aussi, tu vois que, en tout cas une ville comme Paris, mais tu vois ça à Bordeaux, tu vois ça à Marseille, tu vois ça à Barcelone, en fait petit à petit on referme les routes, on referme pas mal de choses, et en revanche on ouvre des voies pour bus à différentes typologies de mobilité. Je prends le cas des banques en ligne. Tu en parlais tout à l'heure d'ouverture de PEA et de choses comme ça, des banques en ligne pour entrepreneurs. Je pourrais citer Conto qui est un sponsor, je peux en citer plein d'autres parce qu'il y en a plein d'autres. Mais en fait, tu vois que la facilité d'accès, enfin, on est dans une sorte de nouveau monde, en fait. Ils ont tellement cassé tous les codes et toutes les choses qu'à un moment, tu te dis, bon, il faut savoir si elles sont trop chères ou pas assez chères, pas chères, mais pour moi, je fais les paris dans des choses que je connais en tant qu'entrepreneur parce que j'utilise des banques d'entrepreneurs depuis très longtemps. Je prends Alan aussi sur les mutuelles. C'est juste, ça change. Tous les gens qui sont sur Alan, ça je le sais, qui le voient autour de moi, ils sont tellement contents d'être là-dessus que tu dis, si j'ai des opportunités, j'espère en avoir bientôt, de rentrer dans Alan, en fait, je veux y être, quoi. Je veux en être parce que j'y crois vraiment fondamentalement. La question après, c'est l'accessibilité à tout ça. Moi, la difficulté, et pour nos auditeurs, c'est que finalement, je peux donner des opportunités, mais typiquement, si je reviens sur le sujet du jour d'y aller plus petit, je peux pas offrir à quelqu'un d'aller pour 100 € sur Alan. C'est pas possible, c'est compliqué. Parce que tu vois, généralement, même les fonds ou les levées de fonds, c'est plusieurs millions, plusieurs centaines de milliers, voilà. Du coup, la question, tu vois, c'est que là, je regardais en t'écoutant le CAC 40, et j'ai du mal à me projeter sur Thales, je vois Worldline, je sais même pas ce que c'est, tu vois. Vinci, la construction, tu dis oui, il y a de l'avenir à la construction, so what, mais tu vois, Unibail, j'irai pas, en effet, parce que je me dis, pourtant, là, je vois plus 5 sur le moment où je te regarde. Carrefour, j'irai probablement pas, parce que je crois pas assez, voilà, mais en effet, donc il y a plein de choses sur lesquelles je me dis, ok, j'irai pas, mais j'ai plus de mal à me projeter sur toutes ces valeurs, tu vois. Et je comprends tout à fait. Et de toute manière, je pense que on a tous il faut, je le répète, faut qu'il y ait du plaisir pour moi dans l'investissement, parce que quand ça nous plaît, on s'intéresse, on suit, on a confiance aussi quand ça baisse, parce que ces fameuses valeurs dont tu parles et qui t'intéressent pas, si tu les avais en portefeuille, tu les aurais peut-être vendus, surtout les noms qu'on a cités, tu les aurais peut-être vendus au pire moment de la crise. Donc pour moi, c'est important de croire dans les titres dans lesquels on investit. Mais pour revenir au sujet des petites sommes, c'est là où pour moi les trackers, ça reste quelque chose d'intéressant, parce que revenons, puisqu'on ne peut pas prévenir l'avenir, mais qu'on peut imaginer des tendances, c'est ce qu'on vient de dire, grâce aux ETF, on peut quand même suivre des tendances sans avoir à acheter des titres qui, de manière unitaire, valent 200, 300 €. Soit, par exemple, en termes de secteur, parmi les méga tendances, parmi les tendances séculaires, on sait qu'il y a le vieillissement de la population, tu parlais des retraites, on sait qu'il y a un shift de la puissance qui va globalement aller vers l'Asie, on sait qu'il y a une densification, une urbanisation, moins dans nos pays, mais dans beaucoup de pays, il y a l'urbanisation qui est en cours, bien sûr la digitalisation, etc. Et moi, les thèmes qui m'intéressent, en général, ce sont des thèmes qui sont à la croisée de deux chemins. C'est-à-dire que par exemple, on parle du vieillissement de la population, qui est un des thèmes. L'autre, c'est le digital. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des valeurs qui sont au croisement des deux. On parle de la mobilité. Si tu prends Uber, par exemple, eux vont être en croisement entre digital et puis mobilité, transport
etc. Et en général, c'est ces entreprises-là qui vont le plus marcher. Et via des ETF, on peut acheter des ETF santé. Donc, on n'a pas à faire de l'analyse pour savoir finement est-ce qu'il vaut mieux investir dans Sanofi, Glaxo ou bien Pfizer. On achète un ETF santé et ça, on peut acheter pour 200 €. On peut acheter des ETF intelligence artificielle, robotique. On peut acheter des ETF... Et alors, ils sont listés où? Je les trouve où et comment? Alors, quand ils sont très spécifiques, alors le mieux, c'est d'aller sur le site des émetteurs. Donc, si vous êtes dans un PEA, parce que ça, c'est un autre avantage du PEA, si vous êtes dans un PEA, il vaut mieux aller voir les émetteurs français. Donc, les émetteurs français, c'est Lyxor, Amundi, BNP. Et si vous êtes dans un compte titre ordinaire, alors les plus gros, ça va être BlackRock avec iShares, ça va être Vanguard, qui vont être les deux plus gros émetteurs d'ETF. Et un énorme avantage du PEA, c'est que le PEA, je l'ai pas précisé, mais on peut investir en théorie que dans des actions européennes. Mais les émetteurs ETF étant dans la finance depuis longtemps, ils ont bien appris à faire les montages financiers intéressants. Et donc, on peut investir dans des ETF qui sont, comme on le disait, sur le S&P 500, sur le Nasdaq, etc., mais qui sont éligibles au PEA, tout simplement parce que l'ETF, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle un ETF synthétique. C'est-à-dire qu'en fait, il est investi dans des actions européennes, mais il nous donne la performance du S&P ou du Nasdaq. Je ne vais pas passer sur les... Mais bon, ils sont... La conclusion, c'est qu'on a des ETF marché américain, marché asiatique, Chine, qui vont être éligibles au PEA. D'accord. Et sur lesquels on peut rentrer avec quelques centaines d'euros et qui permettent de jouer un thème précis. Donc, si je reviens sur les méga tendantes, si vous voulez jouer l'Asie, si vous voulez jouer la santé, si vous voulez jouer l'intelligence artificielle, vous pouvez acheter 3 ETF qui auront beaucoup moins de risques que d'acheter une seule des valeurs sous-jacentes et qui vous permettront quand même d'avoir un certain pouvoir sur votre portefeuille. Quand même de se dire, moi, j'investis pas juste dans le CAC 40, comme tu disais, qui me motive pas. J'investis dans quelque chose qui me plaît, mais le risque, il n'a rien à voir avec une position 100% en Tesla. Okay. On peut même pas comparer le risque une demi-seconde entre quelqu'un qui va avoir 3 ETF en portefeuille, disons sur un portefeuille de 1 000 €, où on a économisé un an, on a un portefeuille de 1 000 €, entre quelqu'un qui a 2 valeurs de 500 € ou 3 ETF, on ne peut pas comparer une seconde le risque. Ok, écoute, c'est très clair, ça me plaît beaucoup aussi parce qu'en effet, du coup, on voit que là-dessus, je suis en train de regarder les différents ETF. Alors, quand tu tapes ETF, tu trouves pas mal de bons articles, etc. et où trouver. Après, il y a des sites qui, pour chercher des ETF, il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans. Il y a Track Insight, il y a Quantalis, il y a Morningstar, qui permettent d'agréger un peu les différents ETF. Et puis, on va dire, moi, je veux investir en Asie, etc., etc. Et puis, en fonction des critères, on va trouver ce qu'on cherche. Ok. Écoute, ça, c'est vraiment très clair. Donc, on commence là-dessus quand on est plus petit. Quand ça grossit, on peut se faire un peu plus kiffer sur peut-être une ou deux valeurs. On peut aussi se faire kiffer quand on est petit sur des valeurs. Mais en effet, comme tu le dis, acheter un LVMH à 500 €, ou alors faut passer par en effet des plateformes qui peuvent être bien pour démarrer, mais après, pour du long terme, c'est quand même bien de posséder les actions en direct. En direct, ouais. Et très bien, c'est très clair. Écoute, je vais m'y mettre aux ETF. Je t'avoue que je l'ai pas fait complètement ça, mais il va falloir que je regarde un petit peu. C'est quoi les frais là-dessus d'ailleurs? Alors en fonction, il y a les frais de ton courtier, etc. Mais il y a des gens qui les managent, qui les gèrent. Oui, alors les frais du courtier, dans la plupart des cas, c'est des frais standards sur action. C'est considéré dans la même catégorie de titres. Et ensuite, il y a des frais qui sont très variables. C'est très important de regarder. Sur les plus communs, on va être sur des frais si je parle de ETF S&P 500, Eurostoxx, etc., on va être sur des frais qui peuvent être de 8, 9, 10 bips, c'est-à-dire 0,10% à l'année. Après, si on est sur des ETF sectoriels, ça va être un petit peu plus. Ou en Asie, par exemple, on va passer sur du 0,20, 0,25, 0,30%. Et sur des ETF vraiment type intelligence artificielle ou qui sont vraiment plus thématiques, on peut monter à du 0,5, 0,6% annuel. Ce que je trouve personnellement un peu trop élevé. Mais quand on n'a pas le choix pour investir des petites sommes, ça peut être le prix à payer. Mais les frais sont très faibles sur les indices les plus connus. Et alors, il faut regarder, on avait travaillé pour un client sur un projet qui s'appelait le Canary. Je ne sais pas si c'est encore en ligne. C'est assez chouette, qui visait à noter les fonds.
Et donc, du coup, l'idée, c'était de voir justement les fonds. Alors, il y a des histoires de performance, il y a des histoires de côté green, impact, etc. Et aussi des histoires de frais. Parce qu'en effet, tu dis, il faut absolument regarder, mais souvent, c'est quand même pas très, très clair, quoi. Et en fait, on m'avait expliqué à cette époque qu'il y avait des fonds qui étaient de temps en temps, alors je sais pas si c'est valable exactement dans ces ETF, mais qui étaient les mêmes, dupliqués, avec juste, ils avaient, donc c'est des codes ISIN, c'est ça, le code du fonds, et ils avaient juste des on va dire des commissions différentes pour les intermédiaires. Donc tu avais 2 ou 3 fonds qui étaient le même, exactement le même, les mêmes actions dedans, les mêmes choses, sauf que l'intermédiaire qui revendait, en fonction de celui qui choisissait, il prenait une plus grosse ou une plus faible commission. Et donc ça, on arrivait à le voir avec le traquer avec le Canary, justement, voir s'il était rouge, enfin un peu comme Yuka, orange ou vert, quoi. Parce que ça, je vais essayer de vous retrouver ça et de vous mettre le lien, parce que ça, c'est quand même assez terrible, parce que c'est un peu aussi comme dans les actions, tu disais tout à l'heure, hein, si tu as des filles chères, en fait, tu te fais vraiment tout bouffer par l'intermédiaire, quoi. C'est ça, surtout qu'aujourd'hui, on a le choix. Ouais. On a tout ça, on a toutes ces plateformes qui nous permettent de réduire les frais, d'avoir une super information, un reporting excellent, donc il faut en profiter. Ok, bah écoute, ça fait pas mal de choses, encore un peu plus clair. C'est quoi ta martingale à toi, Xavier ? C'est le long terme. Non, mais je sais que ça paraît, ça paraît. Mais quand on investit à long terme, tout est plus simple. On se préoccupe moins de savoir si on achète au plus haut ou si on achète au plus bas. Ça résout énormément de problèmes. Ça permet de profiter au maximum des intérêts composés. Il y a des sociétés qui savent très bien faire ça, des Apple qui rachètent leurs actions en permanence, qui ont des. Et puis surtout, je rappelle quelque chose sur les actions, c'est que si on n'avait pas le marché des actions, et que je te disais, Mathieu, est-ce que tu as envie d'investir à côté de Jeff Bezos ou Elon Musk ? Tu me dirais, j'adorerais, mais comment faire ? Et en fait, on oublie la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir investir dans des sociétés qui sont gérées par ces personnes-là et qui ont un avenir pareil. Moi, ça continue, ça fait 20 ans que je fais ça, ça continue de m'épater, de me dire, je peux investir dans du Google. C'est pas des sociétés privées. Bon, il y en a beaucoup aujourd'hui de licornes dans lesquelles on peut malheureusement pas investir. Elles sont cotées, je peux y aller, je peux être à côté d'eux et le prix bouge en permanence. Je peux attendre le prix qui m'intéresse ou non. C'est pas comme s'il y avait des levées de fonds tous les 2 ans. Donc, je trouve que ça reste cette vision long terme. Si on croit dans l'entreprise, si on croit qu'elle a vraiment un avantage compétitif, ouais, ça c'est ma martingale à moi, le long terme. Et alors, je vais rebondir avant de te laisser sur un truc que tu as dit et je vais me mettre dans l'histoire. Hein, mais est-ce qu'on n'est pas un peu con ? Excuse-moi, mais tu m'as dit j'ai beaucoup trop d'IMO. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est une écrasante majorité de gens à penser ça et à se dire ouais, mais c'est pas grave. Parce que en fait, il y a une sorte de fond qui se dit ouais, mais c'est pas grave, ça a tellement monté. On se dit finalement c'est sécure, mais le jour où il se passera une connerie là-dessus, on se dira bah je le savais, tu vois. D'ailleurs, je l'avais dit sur un podcast, j'avais trop d'IMO, tu vois. Bah tu le savais, mais t'as perdu du pognon, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Est-ce que en fait c'est probablement le truc. Alors le terme, je crois, c'est shorter, hein, mais à vendre, c'est peut-être le truc le plus dur à shorter, l'IMO. Oui, techniquement, c'est pas. Alors il y a techniquement, mais même, je veux dire, oui, je comprends ce que tu veux dire. T'as pas envie d'une fois. Alors notamment un truc con, mais tu fais un emprunt, t'achètes je prends ce bureau, par exemple, qu'on a acheté avec mes associés, ou un tout petit appart. Tu achètes un appart. Tu le rembourses en 10 ans, ou si tu te débrouilles bien, en 15 ans, moins bien, en 25 si vraiment pas terrible. Bon, tu le rembourses. Tu te l'es remboursé. Il te rapporte de l'argent après, il est loué. Bon, à la fin, s'il continue à te rapporter plus ou moins autant d'argent alors qu'il est loué, mais qu'il a divisé sa valeur en 2 ou en 3, tu peux te dire, en fait, je m'en fous. Il me rapporte toujours autant. Mais moi, c'est pour ça que il y a 2 courbes dans l'immobilier. Il y a la courbe des loyers et il y a la courbe des prix. La courbe des loyers est très stable, la courbe des prix s'envole. Et pour savoir si la courbe des prix va baisser, enfin plutôt le risque, moi je regarde, est-ce qu'aujourd'hui on construit trop ou pas assez de logements en France ? La réponse est qu'on ne construit pas assez de logements. Et tous les logements sont occupés aussi. Enfin, en tout cas, moi, ceux que j'ai... L'offre, la demande. L'offre et la demande est là. Donc, moi, je sais que c'est pas pour faire de l'achat-revente à moyen ou court terme. Moi, c'est pour louer. Donc, tant qu'il y a des gens qui louent, comme tu dis, je vais pas regarder le prix en permanence. Et je pense que c'est le fait que les marchés boursiers soient cotés en permanence, je pense que c'est, je vais pas dire un problème, mais c'est presque dangereux parfois pour les investisseurs. Si toi, le prix de ta boîte bougeait tous les jours,
tu te serais fait peur. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu te serais fait peur en mars-avril. Tu te serais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ma boîte, elle est là. Je vois mes collaborateurs. On bosse on bosse bien. Tu vois, et pourtant, tu verrais le prix s'effondrer. Les nœuds dans le cerveau, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ok, très clair. Bon, donc on a le droit de trouver ça un peu con et de continuer quand même, quoi. Exactement. Bon, je te remercie 1000 fois. Merci Mathieu. J'espère que ça vous a plu. On peut te suivre donc sur Zone Bourse, notamment, où tu postes des contenus vidéo notamment. Sur la chaîne YouTube de Zone Bourse, je fais des vidéos plutôt pédagogiques sur... Tu le relayes ailleurs, sur LinkedIn, sur Twitter? Oui, de temps en temps, quand j'y pense. Donc Xavier Delmas sur Twitter, LinkedIn. On met tous les liens de toute façon dans l'épisode et puis voilà, on pense long terme. Merci. Si je sais pas si vous vous en rendez compte en nous écoutant, mais sur ces épisodes, en fait, alors il y a des choses qui reviennent épisode après épisode. Il y a des avis qui convergent, il y a des avis qui divergent. Le dollar cost averaging, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Mais je pense qu'à force aussi d'entendre, de répéter et de comprendre, là, je crois qu'il y a eu un vrai tu as insisté un peu sur les ETF et chose qu'on avait assez peu fait avant et voilà, et je pense qu'il y a une côté de pérennité intéressante et finalement délégation de gestion à d'autres où tu te dis en fait ok, on va voir plus loin sur plus de choses avec un peu moins de risques finalement. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses sur cet épisode et voilà, ça me donne envie de... Je crois que ce qui me plaît dans la martingale, c'est que à chaque épisode, je diversifie et tu vois, et encore plus. Et même si je n'ai que 10 actions sur mon portefeuille eToro là que je regardais tout à l'heure, eh bien, en effet, je vais aller faire du PEA et oui, je vais aussi aller faire de l'ETF et oui, voilà, et puis de l'or en lingots. Donc, tu vois, j'ai jamais fait un épisode là-dessus. Voilà, il est en lingots ton or? En pièces. En pièces, d'accord. Dans un coffre. Oui, très bien. Tu vas pas me dire le contraire, sinon on va tous venir Exactement. chez toi. Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Xavier et merci à vous tous de votre fidélité, de vos échanges. J'espère, voilà, je pense à Jeanne, je pense à Hortense, je pense à Jérémy, qui m'ont laissé des messages et qui m'ont dit qu'ils allaient se mettre à telle ou telle chose. Il y en a plein d'autres encore. Et j'ai pensé à vous aujourd'hui en posant toutes ces questions. Et j'espère que vous allez aller dans le bon sens, continuer, nous écouter, faire aussi vos propres choix avec vos propres convictions. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine sur La Martingale. Salut! Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.